Au sommaire de ce journal, depuis son lancement en 2011, le programme national de volontariat Provonat suit son cours. 3 ans et déjà 5530 enrôlés, dont la récente vague, la 9e, a prêté serment vendredi. Occasion de faire une rétrospective dans ce journal. Samedi de fête dans la Bina, on a célébré avec Fast Sinkaring édition 2014. Occasion pour les natifs du milieu de célébrer non seulement la nouvelle récolte, mais aussi la bravoure de jeunes initiés. Et puis ce premier week-end de décembre marque la fin d'une aventure de 28 ans avec l'Afrique, celle de l'AITV, Agence internationale d'images de télévision. L'agence met la clé sous la porte pour cause d'économie à réaliser par le groupe France Télévisions, au grand regret d'une 50aine de chaînes de télévision africaines. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Ce début du mois de décembre est une période de fête dans la Bina. Les populations célèbrent Singaring, une fête de moisson et d'initiation. Hier samedi, c'était l'apothéose du côté de Pagoda. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Dans la Bina, lorsque le lithophone résonne, les connaisseurs savent qu'il annonce Sinkaring. Et Sinkaring est une fête traditionnelle. Cette fête représente un ensemble de valeurs chères aux populations de la préfecture de la Bina. Sinkaring est une fête d'initiation et de moisson. D'abord, Sinkaring est une épreuve par laquelle on soumet le jeune de la Bina à l'endurance et à la combativité pour défendre sa communauté et passer de la classe juvénile à la classe des adultes. Il chante pour l'union parfaite entre les clans, la paix, la réconciliation et la cohésion sociale, gage de tout développement. C'est aussi l'occasion pour célébrer la nouvelle récolte et donc pour déguster les fruits de la moisson, et tout ceci se passe dans une ambiance de fête. Sinkaring est aussi l'occasion pour les populations de la Bina de montrer les autres facettes de leur patrimoine culturel. Pour cette édition 2014, le chef de l'État a été représenté par le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Je voudrais vous transmettre les félicitations de son Excellence Fort Eswazimana Nyasimbe, président de la République, ainsi que les salutations fraternelles du Premier ministre Seleagodji Aoumezounou. À travers cette célébration, vous contribuez d'une part à promouvoir et à rendre visible la diversité des expressions culturelles de notre pays. D'autre part, vous favorisez le renforcement du lien social entre les communautés de la préfecture de la Bina. Ce lien basé sur la solidarité et la fraternité constitue le vrai moteur de la qualité du vivre ensemble et du développement local. Sinkaring, à l'instar de toutes les fêtes traditionnelles, contribue à remettre au goût du jour et à perpétuer nos cultures ancestrales qui nous aident à ne pas perdre nos repères dans un monde de plus en plus standardisé. La Bina constitue une zone de forte production agricole. Sinkaring étant en partie une fête de moisson, les meilleurs agriculteurs de l'année ont reçu des prix composés de matériel agricole. Un encouragement comme pour dire que la terre ne trompe pas. Vendredi dernier a été célébrée la journée internationale des volontaires. Journée choisie également par la 9e vague des volontaires togolais pour prêter serment, portant ainsi leur nombre à 5530. Et ce dimanche, la ministre Victoire Tomiga Dobé, en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a fait le point de 3 ans d'activité du Provonat. C'était sur le plateau du journal de 13h.
Bilan dressez-vous du Provenat depuis son lancement? Vous savez, le volontariat dans notre pays a véritablement démarré en 2011. Et il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui donc offre un cadre légal pour que nous puissions faire évoluer ce concept. Et une fois que la loi a été prise, tous les tests d'application également ont été pris et nous avons mis en place, nous avons lancé le programme. La première année du lancement de ce programme, nous avons pu mobiliser 1000 volontaires, 1000 jeunes volontaires. La deuxième année qui a suivi, nous avons mobilisé 1500 et à ce jour, avec la prestation de la 9e vague de volontaires, nous sommes à un peu moins de 6000, plus précisément à 5600 jeunes volontaires. Alors ce qu'on peut dire combien, c'est que nous avons réussi à démarrer un tel programme dans notre pays. Nous avons également réussi à avoir l'adhésion des jeunes par rapport à ce programme. Et toutes les communautés togolaises, les collectivités locales, les préfets, les chefs traditionnels, les ONG, toutes les structures qui ont bien voulu accueillir les jeunes, tous adhèrent à ce programme-là. Et aujourd'hui, c'est un programme national, c'est une réponse institutionnelle à une préoccupation qui a trait à l'employabilité des jeunes et à l'engagement civique. Aujourd'hui, sur l'ensemble des 5600, nous avons près de 40% de jeunes femmes. C'est un bon résultat. Et nous avons également des jeunes qui sont déployés dans diverses structures, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, le développement de la base, etc. Même des jeunes qui travaillent auprès des communautés pour les aider à bâtir leur plan d'action. Tous ces jeunes contribuent à l'amélioration des conditions de vie de ces communautés-là. Donc pour nous, nous pouvons dire que le volontariat dans notre pays apporte une contribution extraordinaire au développement des communautés à la base de notre pays. Donc aujourd'hui, le bilan est très positif puisque notre programme est reconnu comme étant l'un des plus pertinents au monde. Et il y a d'autres pays qui s'y intéressent parce que la manière dont nous l'avons conduit, c'est un programme qui a été conduit de manière très participative. Nous avons beaucoup communiqué et grâce à vous, nous avons réussi à communiquer. Nous continuons de communiquer sur ce programme-là. Et également, tout ce que nous avons mis en place comme outil pour faire le suivi, pour faire l'évaluation, amener les structures d'accueil à offrir le meilleur encadrement à ces jeunes, tout cela constitue aujourd'hui pour nous un bilan des résultats positifs. Parce que quand les jeunes sont en mission, ils sont tenus de se soumettre au règlement intérieur ou bien aux règles qui régissent les différentes structures d'accueil. Ils sont tenus de produire des résultats. Mais en contrepartie, il y a des gains en capacité. Parce que le jeune, à la fin de sa mission de volontaire, a beaucoup plus de compétences techniques, beaucoup plus de compétences morales à faire valoir dans sa démarche de recherche d'emploi. Et en félicitant le Togo, les différents pays ont surtout salué la volonté politique. Bien sûr. Ce qu'il faut noter dans le cas du Togo, c'est que si le programme du volontariat national du Togo a connu, c'est que dès le départ, il y a une volonté manifeste, une volonté politique. Le chef de l'État s'est pleinement engagé par rapport à ce programme. C'est un programme que le chef de l'État suit lui-même. Il sait comment les choses évoluent. Il y a eu également une grande adhésion, une belle adhésion de la part des jeunes, également des communautés qui accueillent les jeunes et également des structures d'accueil. Donc, c'est un programme national. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que il y a eu beaucoup de ressources financières que l'État a mis à disposition de ce programme. En l'espace de 3 ans, l'État a quand même mobilisé un peu plus de 7 milliards de francs CFA, 15 millions de dollars, pour pouvoir accompagner les jeunes, parce que les jeunes perçoivent quand même une indemnité ou une allocation de subsistance qui lui permet quand même de survivre et de mener pleinement sa mission. Quand on sait qu'un volontaire coûte à l'État togolais en moyenne 90 000 francs CFA. Donc vous voyez, c'est vraiment des dispositions qui sont prises pour pouvoir encadrer le volontaire. Ce qui fait également le succès de notre pays, c'est que nous avons non seulement, nous sommes allés de manière progressive, mais de manière très soutenue. Vous avez vu qu'à chaque année, il y a eu des vagues successives de volontaires. Oui. Mais ce que nous avons fait également, c'est que nous avons impliqué la société civile dans le suivi et l'évaluation des volontaires, puisque nous avons réussi à régionaliser ce programme-là dans chaque région de notre pays, dans la région maritime,
les plateaux, la région centrale, la région de la Kara, des savanes, nous avons des structures qui font la mobilisation des volontaires et qui font également le suivi. Ils doivent s'assurer que les jeunes qui sont déployés dans les structures d'accueil sont bien encadrés et que la capacité est là pour pouvoir faire de ce jeune vraiment un jeune accompli qui est prêt à s'insérer sur le marché du travail. Donc voilà quelques éléments qui font la particularité du programme du Togo et qui en font un succès qu'on veut absolument vendre dans les autres pays. Et vous avez parlé tout à l'heure de la participation de l'État qui met beaucoup de fonds et au niveau des partenaires. Les partenaires, effectivement, ont accompagné le Togo au début. Vous savez, quand vous voyez un peu l'historique du Provonat, il y a eu une première tentative en 2004 qui n'a pas marché tout simplement parce qu'il n'y a pas une appropriation nationale. Les partenaires sont venus avec un programme et du fait qu'il n'y a pas eu cette appropriation nationale, ça a fait que ce programme n'a pas pu marcher. Et donc, quand nous l'avons repris en 2011, c'est d'abord la volonté politique qui est manifestée. Et donc, nous pouvons dire que aujourd'hui, c'est un programme qui attire beaucoup de partenaires. Le PNUD et le programme des VNU internationaux qui se trouvent à Bonn nous accompagnent dans la régionalisation, puisque ce sont les volontaires des Nations Unies qui sont déployés pour nous aider à faire la régionalisation. Nous sommes en train de travailler sur un plan stratégique pour entrevoir les perspectives. Et là également, nous avons l'appui du programme des volontaires des Nations Unies, le PNUD. Nous avons également un très beau partenariat avec France Volontaire qui nous accompagne sur la mobilisation des ressources, la communication. Nous avons également des partenariats avec Peace Corps, notamment dans le programme de formation des jeunes. Mais ce qu'il faut noter, c'est que beaucoup de partenaires nous accompagnent. Quand vous prenez Plan Togo, Plan Togo utilise beaucoup de jeunes volontaires pour pouvoir accompagner les communautés à la base. L'attente, elle est grande. Hein. Vous avez aujourd'hui, nous avons dans la base de données 30 000 demandes, plus de 30 000 demandes. Et si nous sommes à 5 000 et que les demandes continuent, ça veut dire que nous avons besoin de mobiliser des ressources pour satisfaire un plus grand nombre de jeunes togolais. Alors, avant de vous poser la dernière question, le Togo va servir d'exemple au Sri Lanka. Oui. C'est un grand honneur fait au Togo. Je pense qu'au Togo, nous avons de très bonnes choses aussi qui se développent et que nous devons absolument vendre et nous devons en être fiers. Il y a beaucoup de choses qui se font ici et le Provonat est un exemple très éloquent. Alors ce que je voudrais dire, c'est ce que nous allons partager avec notre pays, c'est la démarche. Parce que la démarche de mise en place du Provonat est une démarche très participative. Nous avons réussi à obtenir l'adhésion. Ce n'est pas toujours évident dans la mise en œuvre d'un programme. Et ce que nous allons également partager avec les autres pays, c'est ce leadership fort au niveau du sommet de l'État, c'est cette volonté politique qui s'est transformée dans des actions très concrètes, puisque l'État n'a pas attendu des partenaires pour démarrer. L'État est soucieux du fait qu'il faut renforcer l'employabilité des jeunes, il faut renforcer l'engagement citoyen des jeunes. L'État a mis les moyens et j'espère que l'État continuera par mettre les moyens pour que nous puissions satisfaire un plus grand nombre de jeunes. Et je pense en 2015 déjà, nous devons dépasser le nombre que nous avons pu mobiliser en 2014 et faire en sorte que nous ayons vraiment une réponse pour tous les jeunes Togolais qui croient en ce programme et qui ont envie de servir leur pays. Merci beaucoup, madame, d'être passée sur le plateau. J'ai beaucoup d'autres questions, mais je crois qu'on aura d'autres occasions, j'espère aussi. Et la ministre a évoqué Plan Togo, dont le succès du Provonat. Eh bien, l'ONG a convié à se coder ses différents partenaires locaux à une revue de sa politique opérationnelle pour l'année 2015. Les différents programmes qui s'achèvent cette année ont également été passés au crible pour mieux aborder l'exécution du plan stratégique de l'organisation pour le compte de l'année à venir. Des précisions avec la marque Bojuna. La revue de la politique opérationnelle de Plan Togo pour le compte de l'année 2015 urge. Les acteurs réunis à Sokodé ont échangé sur les activités écoulées. Cette rencontre a aussi permis de partager les leçons tirées de la première période de mise en œuvre, de faire des suggestions et de convenir de nouvelles dispositions devant guider la mise en œuvre des projets au cours de l'année 2015. Plan Togo dans son l'accompagnement des communautés pour leur propre développement a adopté l'approche gestion communautaire de projets
Et dans cette approche, l'année dernière, on s'était retrouvés avec les chefs des cantons, les comités cantonaux de développement et les services techniques de l'État, les ONG, pour élaborer une politique pour permettre de mettre en œuvre la gestion communautaire de projets. Donc cette année, nous nous sommes retrouvés de nouveau avec tous ces acteurs pour actualiser cette politique, regarder ce qui n'est pas très fonctionnel et l'enlever, ajouter d'autres choses en fonction des nouvelles réalités, de la façon dont nous avons conduit le processus toute l'année dernière. L'objectif de cette réunion est de faire la revue de la politique opérationnelle élaborée en décembre 2013 par tous les acteurs de la gestion communautaire des projets pour assurer une meilleure coordination des actions sur le terrain. Pour marquer le 25e anniversaire de la Convention des droits des enfants, la direction de l'action sociale des Savanes a échangé avec les enfants et autres acteurs impliqués dans leur protection sur le thème scolarisation des enfants, en particulier les filles. Plus de précisions avec Désiré Aloye depuis Dapan. La scolarisation de la jeune fille reste l'une des préoccupations du gouvernement togolais et les différents acteurs pour impulser l'épanouissement de la femme en général. Dans la région des Savanes, la célébration du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant est focalisée sur cette préoccupation. Même scolarisée, la jeune fille subit des discriminations, des harcèlements de tout genre et venant de partout. Lorsque nous prenons l'association des jeunes filles, on sort avec le taux le plus bas. L'objectif, c'est la mise sur pied du bureau régional, du conseil consultatif des enfants de la région de Savanes. Donc on a déjà identifié les enfants dans les préfectures et ces enfants ont élu leur père. Chaque préfecture a dégagé 2 enfants qui sont retrouvés ce matin ici pour pouvoir mettre sur pied le bureau régional. Les différents acteurs engagés dans les droits des enfants s'attellent toujours à donner à ceux-ci et surtout à la jeune fille des chances en vue d'assurer son émergence quand on sait que la sous-scolarisation des filles maintient la gente féminine en général dans l'extrême pauvreté. Parlons toujours des tout-petits. L'une des structures les plus connues de prise en charge des enfants orphelins dans la région de la Kara est le village d'enfants SOS. Au départ, ce centre recevait et scolarisait les enfants orphelins. Aujourd'hui, le village d'enfants SOS de Kara a diversifié ses services. À l'occasion des 35 ans d'existence de la structure, Nestor Mozo y a fait un tour. Suivez le guide. Le 18 novembre 1979, le village d'enfants SOS de Kara ouvrait ses portes. Créé par l'Autrichien Hermann Gmeiner, le centre a beaucoup évolué en 35 ans d'existence. Il a diversifié ses actions, en plus de la récupération des enfants orphelins, de leur scolarisation et de la recherche des parrains pour ces enfants. Le village d'enfants de Kara fait bien d'autres choses. Au-delà du village d'enfants, nous avons un jardin d'enfants, une école primaire et un collège technique. Sur le plan sanitaire, nous avons un hôpital que nous avons nommé Mère et Enfants, où nous avons toutes les structures. C'est un hôpital carrément parce que nous avons le dispensaire, les hospitalisations, le laboratoire, la pharmacie et même la maternité et un bloc opératoire. En 35 ans, le village d'enfants de Kara a donc étendu ses domaines d'action. Aux yeux des observateurs, il passe pour être aujourd'hui une structure de référence. La visite de l'hôpital du village d'enfants SOS nous a impressionnés de par la propriété des lieux. Ça peut inspirer d'autres structures pour faire comme le village d'enfants SOS. Nous avons eu à visiter également le collège technique. C'est l'occasion pour nous de convier les parents à orienter les enfants, surtout les jeunes filles, vers ces filières techniques pour le développement de notre pays. Par rapport à sa première vocation, qui est la prise en charge des enfants orphelins, le centre éprouve ces dernières années de sérieuses difficultés. La difficulté d'une manière globale, c'est les ressources financières. Qui participe au développement communautaire? C'est toute la communauté. Donc aujourd'hui, comment amener les uns et les autres, tous les acteurs de la communauté pour pouvoir
est intervenu dans le développement. Le développement d'un enfant, c'est le développement du milieu. Le développement du milieu, c'est le développement du pays. Et tout le monde sait que la difficulté pour le développement communautaire réside dans la volonté des hommes à accompagner les actions. Le village d'enfants de Kara a en charge cette année plus de 300 enfants. 110 sont sur le site, les autres sont placés dans des familles. Hors du Togo, je vous le disais en titre, après 28 ans de reportage au service du continent africain, l'Agence internationale d'images de télévision AITV ferme ses portes ce dimanche 7 décembre. La multitude de pétitions et manifestations pour la non-fermeture de cette agence n'aura pas suffi. C'est un outil à défendre absolument. Il faut qu'on sauve AITV. Cette demande n'a pas été entendue. Dimanche 7 décembre, France Télévisions ferme l'agence AITV. Selon ses dirigeants, le groupe audiovisuel doit faire des économies et la coopération n'est pas sa mission. Les journalistes se sont mobilisés. Manifestations, pétitions, sensibilisation des ONG, des télévisions africaines. Pour tous les interlocuteurs, l'incompréhension prime. Pourquoi est-ce que vous voulez priver l'Afrique, n'est-ce pas, d'un canal de diffusion aussi important que AITV? Mais pourquoi? À l'Assemblée nationale, des dizaines de députés posent des questions au gouvernement. Des sénateurs écrivent aux ministres concernés. La rédaction hausse le ton et occupe le plateau du JT de France. Quelques semaines plus tard, les journalistes interpellent Reporters sans frontières sur le sort des 30 correspondants africains. Fin novembre, le syndicat national des journalistes saisit l'occasion du sommet de la francophonie pour questionner le président français. Que répondez-vous à la demande de moratoire sur cette fermeture? C'est très important que nous puissions avoir des médias d'expression francophone. Nous finançons autant qu'il est possible à travers la francophonie TV5. La France a également une chaîne de télévision qui relève du service public, France 24. Et nous sommes attentifs effectivement à la situation d'ITV de manière à ce qu'il puisse y avoir autant qu'il est possible le pluralisme. AITV, Monsieur le Président, AITV. Créée à l'issue du premier rendez-vous des pays francophones en 1986, l'AITV a diffusé ses derniers reportages au lendemain du 15e sommet à Dakar. L'incompréhension et le sentiment d'un grand gâchis demeurent. Et rappelons que tous les reportages de AITV enrichissaient les journaux télévisés de plus de 50 chaînes africaines, publiques et privées, dont la télévision togolaise. Sur le continent, le virus Ebola continue de faire des victimes, mais aussi des victimes collatérales. À Conakry, les vendeuses de pastèques payent le prix fort. Elles ont du mal à écouler leurs marchandises. Regardez. En Guinée, c'est la crise de la pastèque. Avec l'épidémie d'Ebola, les frontières sont fermées et les vendeuses qui écoulent habituellement leurs fruits à l'étranger se rabattent sur la capitale Conakry. Mais là aussi, elles ont du mal à trouver acheteurs. Une mauvaise rumeur prétend que l'on peut attraper la maladie en mangeant de leurs fruits. Certaines personnes disent que nos fruits ne sont pas mangeables à cause d'Ebola. Les vendeuses viennent de province et elles dorment sur place le temps d'écouler leurs marchandises. En ce moment, elles sont obligées de brader leurs pastèques pour ne pas repartir les mains vides. Malgré cela, les fruits s'entassent, puis pourrissent, puis se transforment en immondices. Regardez toutes ces pourritures, regardez les pertes qui sont là. L'État devrait penser à ces femmes. Elles sont là nuit et jour. Certains préconisent des mesures d'accompagnement, comme ce consultant pour le ministère de l'Agriculture, car la mévente d'aujourd'hui aura forcément des conséquences sur la production de l'année prochaine. La conséquence, c'est celle-ci qui vont être découragées, et du coup, ça va aller jusqu'à la production. La production, c'est l'année prochaine. Parce que le paysan, si cette année il produit, il ne vend pas, l'année prochaine il va s'orienter vers d'autres actions. Autre solution, favoriser de petites unités de transformation pour conditionner les pastèques et les écouler plus tard. Mais là encore, cela demande une intervention de l'État.
Au Togo, un nouveau mouvement pour soutenir le parti Union pour la République Unir. Il s'agit du GLU, Jeunes Leaders pour Unir. Les membres entendent soutenir les actions de ce parti pour une meilleure visibilité de la politique de son président, le chef de l'État, Faure Essadimna Zingbi. Emmanuel Adiaklo et Élisée Kodo pour le compte rendu. La défense et la promotion des idéaux de l'Union pour la République, c'est le leitmotiv des jeunes leaders pour unir. Le mouvement entend soutenir les pouvoirs publics dans leur politique de développement et de réconciliation pour l'atteinte des objectifs du parti. Démarche saluée ici par le promoteur ivoirien de la plateforme numérique des Special Ones, représentant Guillaume Soro, président du Parlement ivoirien invité pour la circonstance. Je pense que à travers cette initiative que l'association Jeunes Leaders pour Unir vient de prendre là, c'est une prise de part active dans la réalisation de la politique du président. Imbu des valeurs citoyennes, ces jeunes leaders comptent participer pleinement à la vie de la nation en contribuant à l'apaisement du climat politique. Nous avons jugé opportun et nécessaire de soutenir la politique de son président, en l'occurrence le chef de l'État, son Excellence Faure Essadimna Zingbi. Le mouvement compte déjà 4 points focaux à travers les régions économiques du Togo. La sensibilisation des masses, l'éducation citoyenne et la collaboration avec le pouvoir en place sont entre autres les moyens d'action de la JLU pour une meilleure visibilité de la politique du parti Unir. Hier, premier samedi du mois, l'opération de salubrité nationale a encore mobilisé toutes les populations du pays. Dans la ville de Dapan aussi, la tradition a été respectée. Désiré à l'œil. Est un acte civique et citoyen que tous les Togolais commencent par adopter. Le gouvernement togolais a décrété Togo propre chaque premier samedi du mois. Député en novembre dernier, cette deuxième action de valeur citoyenne a mobilisé les populations de la ville de Dapan. Le CHR et la route de la pédiatrie ciblée ont retrouvé leur éclat. Très satisfait du travail qui a été fait ce matin, je me réjouis de ça et je pense qu'on doit rendre pérenne ces genres d'activités pour que vraiment on puisse toujours mettre au propre nos alentours. Et surtout que la santé commence par la propreté. Les autorités se réjouissent de cette mobilisation qui vient assainir notre environnement. Et sincèrement parlant, compte tenu de ce que nous avons vu sur ce terrain, la mobilisation qui a été faite, je suis parfaitement satisfait. Et je crois que prochainement, il y aura encore plus d'engouement que ça. Parce que les gens ont compris le bien fondé de cette journée-là, parce qu'il va de notre intérêt. Et moi, je suis sincèrement satisfait pour ce qui a été déjà fait. C'est encore meilleur que ce que nous avons fait. C'est pour cela que nous avons choisi l'hôpital. Merci au gouvernement d'avoir institué cette. Ça serait ainsi chaque premier samedi du mois pour embellir nos villes et campagnes sur toute l'étendue du territoire national. Après la mise sur pied de la MUFISOP, entendez, mutuelle des femmes ivoiriennes de la zone portuaire, les responsables ont rencontré cet après-midi la communauté ivoirienne au Togo. Il s'agissait d'amener les Ivoiriens vivant dans notre pays à adhérer à cette mutuelle qui veut ainsi promouvoir la solidarité et surtout l'épanouissement de la femme ivoirienne. Le compte rendu avec Silver Abdou. Sont ici réunis les membres de la MUFISOP, mutuelle des femmes ivoiriennes de la zone portuaire. Cette mutuelle a été créée il y a 2 ans par ces femmes en vue de faire naître un élan de solidarité entre elles. À cette rencontre, il est question d'échanger sur le bien fondé de cette initiative. L'idée majeure même, c'est le rassemblement des frères et sœurs ivoiriens vivant au Togo. Nous avons besoin les uns des autres pour s'entraider. L'initiative a réussi grâce à un parrain qui a voulu soutenir ces ingénieurs de projet afin de les amener à entreprendre des activités génératrices de revenus. J'ai soutenu ces femmes pour pouvoir améliorer leur vie, pour pouvoir les aider à s'organiser, à avancer. La MUFISOP est un projet louable qui promeut l'épanouissement des membres et partants de la communauté. Là où il y a 2-3 femmes, c'est pas facile, mais avoir leur organisation dans leur discours, je pense qu'elles iront de l'avant.
Vous savez, le Togo, c'est un pays d'accueil. Je tiens à les encourager et leur dire qu'elles ne sont pas ivoiriennes au Togo, mais elles sont togolaises au Togo. Le but poursuivi à travers cette rencontre d'échange est de lancer un appel aux bonnes volontés pour accompagner ce projet et le rendre plus visible. De l'art à présent, nouvelles tendances artistiques. Originalité affirmée. Voilà les maîtres mots qui décrivent au mieux le talent de Gladys, le cerveau de nationalité béninoise. C'est un artiste plasticien qui a présenté ses œuvres vendredi dernier à Lomé, à la galerie Laboratoire Lomé. Élisée Kodo. La concertation, les amis, les tentations, le pardon, la croix, telles sont entre autres les expositions de l'artiste Gladys, le cerveau de nationalité béninoise. À travers un style graphique, aux formes et lignes fluides, parfois sobres, aux couleurs vives, l'artiste décrit au mieux son inventivité, habileté et originalité. Cette exposition est la résultante de multiples rencontres et réflexions de son imaginaire et les champs de création artistique contemporain. Celui qui m'inspire à créer cette œuvre, c'est dans la vie. La vie, ce que je vois dans la vie, ce qui se passe, c'est ça qui m'inspire. Ce genre de tableau, on n'a pas l'habitude de les voir ici exposés, au Togo, à Lomé. Je trouve ça impressionnant, on va dire, profond, puissant, violent. Plus d'une trentaine d'œuvres de Gladys sont exposées à la galerie Le Laboratoire Lomé. Et pour la directrice du centre, la mission est d'offrir des perspectives à l'art et surtout mettre sous projecteur les artistes établis ou émergents. Et cette exposition est l'issue de ces 2 années où nous nous sommes rencontrés ponctuellement. Et voilà, il y a la rencontre avec l'artiste, il y a le discours de l'artiste, tout ça devient une unité en soi à laquelle j'adhère. Le vernissage de Gladys coïncide avec l'ouverture de la galerie Le Laboratoire Lomé. L'exposition se tiendra à Novici, à côté de l'Est Togo, du 6 décembre 2014 au 30 janvier 2015. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez. Grâce à la télévision togolaise, retrouvez Isidore Koubatine à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir. Depuis son lancement en 2011, le programme national de volontariat Provonat suit son cours. 3 ans et déjà 5530 enrôlés, dont la récente vague, la 9e, a prêté serment vendredi. Occasion de faire une rétrospective dans ce journal. Samedi de fête dans la Bina, on a célébré avec Fast Singaling édition 2014. Occasion pour les natifs du milieu de célébrer non seulement la nouvelle récolte, mais aussi la bravoure de jeunes initiés. Et puis ce premier week-end de décembre marque la fin d'une aventure de 28 ans avec l'Afrique, celle de l'AITV, Agence internationale d'images de télévision. L'agence met la clé sous la porte pour cause d'économie à réaliser par le groupe France Télévisions, au grand regret d'une 50aine de chaînes de télévision africaines.